sans plus attendre, je vais appeler les participants de la 7e table ronde, qui reprend finalement le titre de l'ensemble de nos 2 journées, laïcs de tous les pays, unissons-nous. Cette fois, la première personne du pluriel. Table ronde qui va être modérée donc par Françoise Laborde, la présidente d'Égale, lauréate du prix de la laïcité en 2018, qui a été sénatrice de Haute-Garonne. Bon, comme vous l'avez constaté, c'est la dernière table ronde de cette seconde journée, donc j'espère que vous avez encore un peu d'énergie. Et comme vous l'avez constaté aussi, on a un petit peu décalé, donc je me permettrai de décaler aussi. Voilà, donc je suis ravie d'accueillir nos 5 intervenants sur un sujet important et qui m'est cher, laïcs de tous les pays, unissons-nous. Même si certaines différences entre chaque pays sont évidentes, il est essentiel de mettre en avant nos similitudes et de promouvoir le respect mutuel et les valeurs universelles. Mais je ne vais pas faire le débat avant d'avoir écouté nos orateurs. Merci à Iris de les avoir présentés. Ainsi, je ne le ferai pas et nous gagnerons du temps pour les échanges. Je vais d'abord donner la parole à Mariem Elie-Lucas pour nous poser quelques bases, puisque je ne vois pas comment nous pourrions nous unir si nous n'avons pas quelques petites définitions et langages communs. Je vous remercie. Oui, le débat qu'il y a eu hier soir à propos de la déclaration me pousse à repartir quand même sur la définition de la laïcité et la grande différence qu'il y a entre la laïcité et le sécularisme en Angleterre. Si nous voulons vraiment devenir un mouvement international, nous avons l'obligation de comprendre que quand nous allons parler à un Indien ou à un Nigérien, ils vont avoir en tête la définition de la Grande-Bretagne et pas la nôtre. Donc c'est impératif pour nous d'aller vraiment dans le détail et de comprendre les différences et aussi les antagonismes absolument cruciaux. Si je reprends les termes de Pénaruiz, que je trouve tout à fait plaisants, l'État se déclare incompétent en matière de religion. Ça veut dire que ça sort de son domaine de compétence. Ça ne le concerne pas. Les conséquences sont énormes, c'est-à-dire on ne peut pas salarier des clercs, on ne peut pas dialoguer avec les représentants des groupes religieux, etc. Et c'est l'opposé de ce que fait le gouvernement français depuis un certain temps, et certainement en ce moment aussi. Par contre, en Grande-Bretagne, il est question non pas de séparation, mais de tolérance égale de l'État vis-à-vis de toutes les religions. Ce qui veut dire que le roi étant à la fois chef de l'Église anglicane, il ne peut évidemment pas demander la séparation, ni même concevoir la séparation. Jean-Paul Scott, hier, a attiré notre attention sur le fait que la tolérance, c'était extrêmement différent de la liberté de conscience. Ce sont 2 choses différentes. L'État, en Grande-Bretagne, se donne un rôle d'arbitre entre les différentes communautés religieuses. Et Pragna, hier, nous a rappelé que le concept de communauté engendre le communautarisme. C'est-à-dire que les différents groupes religieux ou institutions sont en compétition les unes avec les autres pour plus de représentation politique au niveau de l'État. En Grande-Bretagne, c'est allé tellement loin que nous sommes actuellement dans la situation où les différentes communautés peuvent avoir des lois différentes. Ce qui veut dire que des citoyens britanniques, suivant la communauté à laquelle ils appartiennent, peuvent avoir certains droits que d'autres n'ont pas. Pour prendre l'exemple de la Grande-Bretagne, il y a actuellement quelque chose comme 300, ce qu'ils appellent tribunaux charia, qui donc décident en matière familiale principalement de ce qui va être le sort des femmes quand elles veulent divorcer, la garde de leurs enfants, etc., etc. C'est quand même énorme de penser que ces citoyennes britanniques ne bénéficient pas de la loi commune et que ces jugements
des cours religieuses, des tribunaux religieux, sont automatiquement entérinés par la justice britannique. Il y a une procédure possible pour se prémunir, mais franchement, ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de toutes les femmes qui vont dans ces tribunaux, parce que leur groupe social les y pousse et les y oblige. J'attire votre attention sur le fait que tout ceci est fait au nom des droits humains. Et donc nous aurons à faire dans nos multiples tâches, que j'espère avoir le temps de lister un peu plus tard, que la France est accusée de non-respect des droits des minorités. Je veux souligner que la loi laïque permet, elle donne des droits, mais elle n'impose pas. Par exemple, la loi nous donne actuellement en France accès à la contraception et l'avortement. Mais en aucun cas, elle ne force les femmes catholiques à avorter ou à pratiquer la contraception. De la même façon, pour les musulmans, les musulmanes plutôt, par rapport à l'héritage. L'héritage est inégalement distribué entre frères et sœurs, vous ne l'ignorez certainement pas dans les lois, différentes lois musulmanes, mais personne n'oblige une femme musulmane à ne pas donner de son plein gré sa part d'héritage à son frère si elle pense que c'est son obligation religieuse. Donc je reviens là-dessus, la loi laïque, elle permet, elle n'oblige pas à renoncer à ses pratiques religieuses. Par rapport à la gauche, je crois qu'il faut absolument obliger la gauche française en particulier de faire le lien et de confronter, de faire le lien entre capitalisme et communautarisme et intégrisme et les confronter sur cette question. Je vais vous donner l'exemple que Pragna Patel prenait dans les années 70 et que j'aurais bien voulu entendre encore cette fois-ci. C'est que si on regarde la lutte des classes, la lutte des travailleurs britanniques dans les années 60 et 70, on voit qu'il y a un affaiblissement des forces révolutionnaires des travailleurs parce qu'elles sont dans une fragmentation constante et accrue en entités de plus en plus petites. Ça a été au début les travailleurs britanniques, les travailleurs immigrés. Je ne nie pas qu'il y a des différences à faire valoir, mais ça a abouti à des fragmentations. Ensuite, ça a été les travailleurs hindous, et puis les travailleurs sikhs et les travailleurs musulmans. Et nous allons devant un affaiblissement des forces révolutionnaires. La gauche ne peut pas être indifférente à ça si on lui met le nez dessus par force. Il reste encore à dire que la gauche est effrayée à l'idée d'être accusée de racisme. C'est à nous de les aider dans ce domaine, en leur disant, par exemple, ce que j'ai dit de la salle ce matin, c'est qu'il y a 25% d'athées déclarés parmi les soi-disant musulmans en France. Et ça ne préjuge rien des gens qui n'osent pas se déclarer et qui restent à pratiquer de très loin, etc. Megan Manson, c'est à vous. Vous avez une expérience dans différents pays, tels que le Japon, le Royaume-Uni, et là, je crois que vous avez quelques petites différences avec ce qui a été dit. Donc le dialogue et les échanges commencent déjà sur la tribune. Et donc je vous laisse aussi la parole pour 8 minutes, si possible. Merci. Thank you very much. Well, first, thank you so much to Lake Storm Frontier and the Council of Ex-Muslims of Britain for organising this extremely successful conference. Obviously, it's the last session. And I'm so grateful that this conference is happening, and thank you for giving the National Secular Society the opportunity to sponsor this incredible event. We are really proud to support it, and I think we can all agree that it's been more necessary than ever in a climate where religious divides around the world are so grave. Certainly, all of us who believe in the separation of religion and state must work together to realise this principle. But at the same time, we must also acknowledge that secularism cannot look the same everywhere. There is no one model of secularism. Among those countries that do have a secular constitution, no two look exactly alike. France and the USA, for example, have embraced secularism under very different circumstances, and their models of secularism have therefore evolved differently,
to meet the political and cultural needs of those countries. And as we've seen recently in Turkey, India, and the US, secular constitutions are under continuous attack from would-be theocrats. And so maintaining a robust wall between religion and state requires constant, difficult, and delicate work, which is sensitive to the needs of the population. At the National Secular Society, we promote a vision for secularism that is suitable for the historical and cultural backdrop of the United Kingdom. The 2021 census found that over 37% of people in England and Wales have no religion, and less than half the population are Christian. But despite being an increasingly diverse and secular society, the UK is not a secular state. The UK has a state religion, the Church of England. And as we've already said, the head of state is also the head of this church. And at his coronation, King Charles swore on a Bible to uphold the Church of England's privileges. And what are these privileges? Well, they include having 26 seats reserved in the legislature exclusively for its bishops. Does anyone know there's one other sovereign state that does this? Iran. UK and Iran have something in common. What's more, these bishops read prayers every day before sittings in the Houses of Parliament. The Church's privileges also lie behind the extraordinary presence of religion in UK schools. A third of publicly funded schools are faith schools, which are schools that seek to indoctrinate children into one particular religion. Most faith schools can discriminate against children from families who don't share the religion of the school in their admissions. Additionally, all state-funded schools must by law hold daily acts of collective Christian worship. Despite criticism from the United Nations, these regressive and discriminatory practices remain, largely thanks to support from the Church of England. Meanwhile, minority religions in the UK continue to grow in size and influence. Some of the Church of England's privileges have had to be shared with these religions, and so we're seeing a growth in state-funded Islamic schools, Jewish schools, Hindu schools, and Sikh schools. This is leading to greater ethnic segregation as well as greater religious segregation, which is a disaster for social cohesion. But there are aspects of some models of secularism which could not easily be imported into the UK. For example, France's general ban on wearing religious schools in public services or schools, I think is probably very appropriate in the French context, but it would be unlikely to work well in the present climate in Britain. So while it is undeniably important for secularists around the world to unite, there must also be sensitivity, flexibility, and a willingness to meet local people where they're at, and to show that secularism is relevant to their day-to-day lives. There can be no one-size-fits-all approach, a model of secularism for every country. So given this, how can secularists around the world unite? Simply, we can unite around the values which underpin secularism itself: equality, democracy, human rights, objectivity, freedom of expression, freedom of conscience. We all share these values. But there's a problem, and it's a problem that we've highlighted again and again throughout this conference. Among the political right and left, these values are sorely out of fashion. Too many on the right deride the concepts of human rights and equality as woke, while too many on the left denounce democracy and freedom of expression as incompatible with their interpretations of decolonisation and identity politics. With such widespread rejection of classic liberal values, secularism is an increasingly hard sell,
despite, or perhaps because of, its clear-headed, common-sense, moderate approach to the question of balancing freedom of religion with other fundamental freedoms. We must sincerely demonstrate that secularism protects the religious and non-religious alike. This is a concept which is all too frequently and willfully misunderstood in the UK, where secularism is often characterised as a kind of aggressive atheism that wants to abolish religion entirely in public life. We must not let those who benefit from this narrative dominate public discourse. We must keep telling our story and promoting our vision, emphasising why secularism is integral to a state which guarantees freedom, fairness and human rights for all citizens of all beliefs. And we must promote a positive picture of secularism that unites not only die-in-the-wool secularists like us, but everyone. And that means a secularism tailored to the need of the people it serves. A secularism which can instill national and civic pride, welcome diversity, allow dissenters to express themselves, and bring people together through shared cultural and universal values. A secularism that people are happy to claim as their own. Thank you very much. Donc nous allons maintenant partir aux États-Unis avec Annie-Laurie Gaylor, car c'est important pour nous de connaître la similitude, mais aussi de nombreuses différences qui existent dans tous les États, mais qui forment un seul grand pays. Donc peut-être ça peut nous donner des pistes pour nous unir. Je vous remercie. Pour 8 minutes, bien sûr. Grateful to be here, glad to be a co-sponsor. And I wondered if the name, the Freedom from Religion Foundation, translates into French, because the word of is the same, de is the same for of and from in English. So Liberté à partir de religion, Freedom from Religion Foundation, is the name of our group. But that ambiguity is kind of nice because it also shows something that we believe to be true, that there can be no liberté de religion, no freedom of religion without the freedom à partir de religion, freedom from religion. If there's religion in government, you cannot dissent from religion. Dan and I made a pilgrimage to a statue of Thomas Paine when we came here to Paris, because when I saw the theme of this event, I immediately thought of Thomas Paine and how his words were really a very good motto or slogan for this event. I'm sure you're familiar with his famous quote, the world is my country, all men are my brethren, or all women are my sisters. I'm sure he would agree. And to do good is my religion. And Thomas Paine, of course, was so important in the revolution here and the revolution in the United States, so important to Ireland also. And in the United States and the Washington, D.C. Capitol, we do not have a memorial to Thomas Paine. And that is because he wrote The Age of Reason, and he was called a dirty little atheist by a president many years ago. And we want to remedy that. And so we're very glad there is a statue of Paine here in Paris. It was put up in the 1940s. And when, I guess, Parisians asked for this statue, the government of Paris paid for it, which is wonderful. But in the United States, private individuals are being forced to pay for a statue to Thomas Paine, the man who fomented our revolution and who named our country the United States of America. So you should be proud in Paris that this was paid for. But it is a necessity for government. Unless religion is kept in its place, all individual personal liberties are in jeopardy. And I'm here to tell you how true that is right now in the United States, where religion is not being kept in its place. And what is happening in the United States is a cautionary tale, because we're supposed to have a separation of church and state. It's in our Constitution.
We were the first nation to adopt a godless constitution. And not only that, but to say there shall be no religious test for public office. And not only that, but to invest power, the sovereignty, not in a divinity, but in we, the people. But it talks about freedom of speech, the right to peaceably assemble as well. It could have been more clear, but it does mean government is not supposed to get involved in religion. And we are in the huge fight right now to protect that secular, godless constitution. And Megan brought up schools. Well, right now we are suing over an act in Oklahoma that is unprecedented to create a public-supported Catholic school. This is totally un-American. This is unprecedented. And the Catholic Church intends to set this up in every state. And we're in trouble because we have a Catholic majority Supreme Court. And 5 of the 6 Catholics are extremists. So I did want to talk a little bit about abortion. The separation of church and state was particularly under attack after Roe versus Wade was decided 50 years ago. And the Christian fanatical anti-abortionists systematically took over. They basically bought the Republican Party to ensure a Christian extremist majority on our Supreme Court, and that the Republican Party would stand only for bans, prohibitions on abortion. And since Roe versus Wade was overturned last year, there are now 21 states that either prohibit abortion or have severe restrictions. That's almost half our states. And we are seeing what happens when religion is not kept in its place. And just a word about Christian nationalism. Christian nationalism is now very overt in the United States. We just saw the Speaker of the House voted in, who is a Christian nationalist. The Speaker of the House is second in line to the President. If the President dies and the Vice President dies, the Speaker of the House becomes President. I'm out of time. So anyway, there are many of us fighting, and we do believe freedom depends on free thinkers. Merci beaucoup, c'était parfait. Je ne voudrais pas déformer votre nom, donc je me permets de vous regarder et de vous dire que c'est vous qui avez la parole. En fait, vous avez décidé de nous parler de la situation dans votre pays avec un focus sur les condamnations à mort prononcées contre vous, mais aussi de votre association et qui déjà dans son nom porte une lueur d'espoir puisque ça s'appelle Lumière sans frontières. Je vous remercie. Fin 2013, j'ai écrit un article sur la relation directe de l'islam avec l'esclavage et l'injustice sociale en Mauritanie. Quelques jours plus tard, j'ai été convoqué pour enquête et accusé d'apostasie de l'islam et renvoyé en prison. Dans ces prisons-là, j'ai passé près de 6 ans, entre 2013 jusqu'à la fin de 2019. J'ai été jugé près de 4 fois et après chaque jugement, j'ai été condamné à mort. Donc j'attendais l'exécution de la mort. C'était pas le même cas en Mauritanie parce que après 2019, certaines personnes, certains militants de droits de l'homme, certains militants de laïcité, ils sont rentrés en prison dans certaines acquisitions, soit l'apostasie, soit la laïcité. La laïcité même, c'est une acquisition en Mauritanie. Et donc, après, depuis 2022, presque 2022, avec des autres militants mauritaniens, marocains, algériens, y compris notre vice-président, Madame Rana Ahmed, qui était là aujourd'hui, on a créé une organisation qui s'appelle Lumière sans frontières pour lutter
contre l'injustice, soit sociale, et l'injustice dans les pays d'Afrique du Nord, de Moyen-Orient, y compris les pays du Sahel, parce qu'on considère toujours que les pays du Sahel, c'est une partie d'Afrique du Nord, une partie de Moyen-Orient, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso, parce que je trouve que presque personne parle sur la situation dans cette région. C'est une région oubliée complètement, soit politiquement ou au niveau de droits de l'homme. Depuis quelques jours à Mauritanie, il y a près de 5 personnes, ils sont renvoyées en prison à cause d'apostasie. Depuis avant ça de 3 semaines, il y a 2 femmes qui sont renvoyées aussi en prison parce qu'elles sont des femmes victimes de viol. Donc, la majorité des femmes victimes de viol qui sont portées une plainte devant la justice, ils doivent présenter avec 4 témoins, sinon les femmes mêmes seront renvoyées en prison. Et donc, je trouve que cette situation en Mauritanie, la situation dans les pays du Sahel en général, c'est une situation qui nous pousse de s'unir pour la laïcité, pour une laïcité pour tous les pays. Donc, je me souviens que j'ai parlé plusieurs fois avec certaines personnes, des amis, sur les créations des organisations. J'ai marqué qu'entre 2021 et 2023, il y a près de 4 à 5 associations qui sont créées dans l'Afrique du Nord ou le pays du Moyen-Orient. J'ai trouvé que, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de s'unir on a besoin d'une unité. On a besoin d'économiser les forces pour combattre, pour réaliser quelque chose. On a besoin d'une unité, franchement. Je trouve que le slogan de cette table ronde, c'est que nous avons besoin de... Et merci Nadia pour cette chose-là. Et donc, je trouve la parole pour les autres personnes. Donc, s'il y a des questions dans les deuxièmes choses. Merci beaucoup. Je retiendrai, je ne peux pas m'en empêcher, limiter le nombre d'associations, mais plutôt qu'elles s'unissent. Je trouve que c'est un joli slogan aussi, et qui va justement peut-être entraîner quelques questions et actes dans la suite. Pour finir, je donne la parole à Martine Serre, qui donc va nous parler d'Europe, en nous expliquant ce qui se passe au Conseil de l'Europe et à la Commission européenne, et peut-être aussi d'actes précis permettant de rêver d'union, parce qu'il faut aussi que nous ayons quelques rêves afin de trouver des solutions. Merci Martine, pour 8 minutes. Merci. Oui, alors moi je voudrais effectivement parler des raisons que nous avons de nous unir et peut-être de donner des pistes d'action qui pourraient être utiles et surtout qui nous montrent que nous avons besoin de représenter de nombreux citoyens laïcs unis. Alors nous sommes nombreux à témoigner ici que les bigots et fanatiques religieux qui veulent imposer leurs lois sont partout puissants, organisés, financés. Ils contribuent largement au maintien des régimes totalitaires, on l'a vu. Ils emprisonnent et condamnent à mort ceux qui osent réclamer la liberté. Et face à eux, qui sommes-nous ? Nous sommes des êtres humains qui se tiennent debout, devant eux, qui leur font barrage dans leurs entreprises liberticides. Nous pèserons devant la puissance de leurs organisations si nous présentons un front uni avec une intention bien identifiée. Notre force à nous, c'est le nombre. Notre faiblesse, c'est le silence.
Il faut qu'un mouvement laïque fort se présente aux autorités politiques, qu'il contrebalance l'entrisme des lobbies religieux ou apparentés, et celui des frères musulmans en particulier. Je vise en particulier les associations qui disent défendre les droits des musulmans et qui sont toutes proches ou inspirées par les frères musulmans. Cette admirable formule fait mouche auprès des interlocuteurs européens dont une préoccupation majeure est de ne léser personne. Sauf que les droits des musulmans, ça n'existe pas. Les citoyens musulmans ont les mêmes droits que les autres, ni plus ni moins. Et vous voyez comment une formule peut emmener l'adhésion de responsables politiques. Lutter contre les discriminations qui peuvent s'exercer à leur encontre est légitime. Plus récemment, la Commission européenne a nommé un nouvel envoyé spécial pour la liberté de religion et de croyance, Freedom of Religion and Belief, qui doit œuvrer à l'extérieur de l'Union européenne. Le premier envoyé s'était rendu dans plusieurs pays du Moyen-Orient, et en particulier en Égypte, où on préparait une loi condamnant à mort les athées, sans qu'ils s'en émeuvent particulièrement. Ils se contentaient d'inviter les responsables religieux à dialoguer entre eux. Probablement, il avait considéré que la protection des athées n'était pas dans sa mission. Nous avons insisté sans relâche pendant des années auprès de la Commission pour que cet envoyé spécial défende la liberté de pensée, de conscience et de religion, comme écrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et nous avons maintenant un nouvel envoyé, Frans van Dal, qui semble être un homme de confiance, qui s'y est engagé. Nous le rencontrerons en février à nouveau et nous pourrons voir s'il a tenu parole. J'ai bon espoir. À nous donc de savoir nous faire entendre. Nous, Français, nous passons souvent pour les enfants gâtés de la laïcité. Et pourtant, nous découvrons incidemment que des fonds publics supplémentaires sont alloués à l'école privée au détriment de l'école publique et laïque, ou encore que notre président de la République s'inquiète, comme en 2017 devant des représentants religieux, de ce qu'il appelait une radicalisation de la laïcité, avant de se reprendre, ou encore qu'il fallait retisser le lien abîmé avec l'Église catholique, ou encore qu'il ne peut pas manifester contre l'antisémitisme, mais qu'il participe à l'allumage des feux des bougies de Hanouka à l'Élysée. Alors oui, il faut nous unir et porter nos exigences devant les instances internationales, les gouvernements, les médias. Pour cela, il faut montrer que nous sommes nombreux et unis pour exiger que la religion ne dicte pas nos lois. S'unir ne se fera que si nous faisons un effort pour cela. Car nous avons de réelles différences entre nous, on l'a encore dit tout à l'heure, qui viennent de nos histoires diverses, de ce que nous ne sommes pas non plus au même point d'avancée sur la conquête laïque dans nos différents pays. Mais nous défendons des valeurs qui sont, elles, universelles. C'est la mise en pratique qui sera différente. L'essentiel est que notre combat est le même, car nous regardons le même horizon, celui d'une société organisée en démocratie laïque, séparée du religieux, où l'instruction laïque est donnée à tous, où chacun est libre de penser et croire ce qu'il veut et de l'exprimer en respectant les autres, sans risquer ni sa liberté, ni sa vie. Merci. Bravo, donc je remercie nos panélistes pour ces propos. Nous allons donc pouvoir prendre quelques questions puisque vous avez tenu le temps et moi je le tiens aussi. Donc nous avons jusqu'à 17h20 et je suis... Voilà, hein, on récupère. Et donc je voudrais juste vous rappeler le thème. Ça évitera les questions. Voilà, je vous avais prévenu, hein, je suis terrible. Comment réussir à nous unifier sous une même bannière à travers le monde et que nous manque-t-il pour y arriver? C'est ça la question. Je voudrais donc être optimiste et dire pas grand-chose, mais hélas, je dois être réaliste
Et la parole est dans la salle et on redistribuera la parole pour les différentes réponses. Merci. I have a question from Megan. First of all, well done on your brilliant speech. Very impressive. Based on what you said, actually, like you don't see UK as a secular country. Is that true? Yes, I don't think it is. It's a secular. The people are quite secular, but in terms of the state, definitely not. Okay, so in that scenario, one of the main reasons I would say that Islamism is rising, specifically in UK, can be said that the state in the UK is not secular. So all the privilege Christianity have can be demanded by the Islamic institutes, and that's one of the reasons can be said that Islamism is rising. So I would say maybe, like, no, I was like reading like some statistics saying like the young generation of the British people, they don't see monarchy as like the best like political system in the UK. So I would say, and I want to see your point of view. The first step to stand against Islamism is to abolish monarchy and turn UK as a republic country like France. What do you say about that? There are, funnily enough, there are different views about monarchy within British secularists. I would say that, yeah, to me it seems fairly natural that republicanism would flow from secular values, but particularly when you consider that monarchy, ultimately, the authority derives allegedly from God. You know, we saw in the coronation, the king was anointed with holy oil. And it was a very strange, almost shamanic ceremony. It was a deeply religious one, and for most Brits, I think most Brits watched it and they were looking at something quite alien to their daily lives. But I also think that British people still find it hard to conceive of the British state without a monarchy. I think a lot of the popularity of the monarchy derived from the popularity of Queen Elizabeth II. I think she was quite popular. With King Charles, it's going to be interesting to see what will happen. The one thing that British people fear is what if they had a president, what sort of president they're going to be. They look at the US and they look at Donald Trump and they go, oh, that's not for me. Possibly that is a lack of imagination on the part of the British people, not to conceive of an alternative. But certainly, I can certainly tell you that at NSS we do campaign for a secular head of state. We don't necessarily say that that's abolishing the monarchy. It could be a disestablished monarchy, for example, or something like that, where they're still the head of the church but not the head of state, or something, or they relinquish their head of church role. But that is something we do campaign for, is a secular head of state. And I think at the moment that's possibly sort of the best balance we can find that secularists that in the UK can agree on. Merci. Thank you. I want only to read a quote and to ask you, what do you think from which country it comes? Many women are not aware when they dress provocatively, and then this causes great inconvenience and so on among the male population. And women should think that they do not cause men to sin with their costumes and clothing. Croatia, yes, you know it. Just to. Yes, but our extremists like also this modest chastity clothing. Only 2 words. I'm coming from Croatia, Center for Civil Courage, and since 2020 we have launched a women's abortion network. Yeah, that's why we will talk about it later, and why we did. I will not explain now why we did. I will only say one thing. 60% of the gynecologists in 30 state hospitals don't perform abortion on religious grounds. This is the secular state, first of all. Second of all, of course, prayers in front of hospitals. And the new one thing is every first Saturday in the month, there are men, so-called Knights of the Immaculate Maria, blah, 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 who kneel
on their knees on the main square, and they pray for ban of abortion, for chastity of women, and so on. So I like this, that we should unite, because they already united. All the extremists, they united. Everything what we have now in Croatia already happened in Poland, already happened in America. It comes from America or from Russia to us. So we have really to unite, like you have to unite. Thank you very much. Et quand on a voté le mariage pour tous, je vous rappelle, vous avez dû le voir quand même à la télé, tous les soirs devant le Sénat, nous avions des processions de prêtres, de moines et de catholiques divers et variés qui remontaient à genoux jusque devant le Sénat pour que nous ne votions pas cette loi terrible. Nous l'avons quand même votée, heureusement. Question suivante. Oui. Alors, je voudrais justement sur la question d'aller plus loin, c'est-à-dire comment on passe à l'action, c'est comment concrètement, à l'échelle de l'Europe, par exemple, puisque tu l'as abordé Martine, on peut travailler avec des groupes locaux qui font face aujourd'hui aux islamistes, qui ne sont pas soutenus, pas financés. Je tiens à le dire à nos camarades qui viennent d'autres pays en Europe. Et ces jeunes gens, puisqu'on a parlé de la jeunesse hier, on a eu une question là-dessus. Ils existent. Moi, il y a une chose que j'ai toujours adorée en France, c'est que je pouvais me définir comme citoyenne. D'accord ? Ça ne veut pas dire que je ne suis pas musulmane, vous ne le savez pas. Et ce n'est pas votre problème. Ça ne veut pas dire que je suis athée ou agnostique, mais ce que je veux dire, c'est que la question... Mais je pose ma question, puisque tu veux me presser. Non, je voulais que tu mettes ton micro contre toi. C'est que la question, c'est qu'aujourd'hui, comment justement faire masse ? Comment on peut aujourd'hui intervenir dans des zones qui sont ségrégées, des zones qui sont isolées, abandonnées, et on peut ajouter les qualificatifs, et vous savez très bien la situation aujourd'hui. Et comment on parle aux jeunes, vous le savez très bien parce que Ni pute ni soumise l'a fait, c'est quand on a accueilli les femmes qui étaient victimes de violences. C'était un des rares mouvements qui, comme on le dit en anglais, c'est grassroots movement, qui venait de la base. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération d'enfants issus de l'immigration, qui demandent juste à être reconnus comme des citoyens à part entière. Si on ne fait pas confiance, si on ne les inclut pas dans tous les débats démocratiques, je dis bien démocratiques, c'est foutu. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a, en premier lieu en France, et tu le sais Nadia et les autres le savent, qu'on a invité les personnes qui se décrivaient comme apostats, juste parce qu'ils avaient osé critiquer la religion dans leur pays. Donc il faut faire créer ces alliances-là. Ça peut être des petits groupes. Ils existent partout. Moi, je les ai rencontrés déjà depuis 20 ans, donc en Allemagne, en Espagne, en Suède, en Angleterre, et qui font le travail, qui peuvent aussi rentrer dans les quartiers populaires. Ce n'est pas uniquement les chefs religieux qui peuvent rentrer, ce n'est pas que les imams qui peuvent rentrer, c'est le travailleur social. Parce que quand il faut trouver du boulot, quand il faut sauver une femme des violences conjugales, quand il faut trouver un logement, c'est toujours les mêmes qui font le boulot. Et ça me paraît un impératif, sinon on perd la bataille. Parce que la justice sociale, vous l'avez dit, vous le savez très bien, ces extrémistes-là, ils commencent par aider les plus démunis et les plus pauvres, qui sont abandonnés par un système. Et pourtant, je continue à le défendre, les services publics, l'école laïque et républicaine, les hôpitaux, que nous continuerons à défendre. Mais aujourd'hui, nous le savons, qu'il y a tout un pan de la société, malgré sur toutes les chaînes où on répète qu'on est laïque, et ben, ces gens, c'est les premiers à être abandonnés. Et laissez donc aux islamistes sur le terrain. Merci. Annie. The question, there was Annie one voulait question répondre. there that how do we reach young people? I'm not going to talk about all the rest of it, but obviously social media, TikTok, I mean, we're not doing that here today, but it's a great way to do it. We have to do it. J'ai une courte question à l'audience. Qui connaît l'organisation Ordo Iuris? Levez la main. Ordo Iuris, une personne, deux.
Écoutez, c'est une de ces organisations dont vous avez parlé, une organisation qui est très puissante, qui dispose de beaucoup de fonds. Et si on peut citer Full Bordel, alors dans tous nos pays où l'avortement est interdit. C'est leur œuvre et c'est une œuvre très internationalisée. On a arrivé à les empêcher d'ouvrir un bureau à Bruxelles, mais si les autres ne connaissent pas ces organisations, c'est un peu difficile de lutter contre elles. De là, j'ai une proposition. Peut-être pas seulement adopter un manifestant, ce qui est très bien, mais peut-être penser à avoir un moyen, un instrument de communication. We heard quite a bit about the supposedly large differences between French-flavored laicism and secularism in the Anglo-Saxon world. I think there's a much bigger potential divide within this non-religious community if we look at the broader spectrum. There are especially humanist organizations who try to not primarily fight the privileges that recognized churches have, but to get access to the same honeypots and want to be state recognized. And some are out of tradition, or some are fighting for privileges. In the UK, for example, the Scottish humanists are very proud that they now have state recognized celebrants that can register weddings. Question to the audience: do you see this as an additional challenge, that within the humanist secular spectrum, that some are not really fighting for the same struggles? Some want access to the same privileges, whereas others clearly want a separation between state and church. Dernière question. Just some points and a question. One is that Sharia law, as Mariama said, is being applied in the law via the Arbitration Act. And so even though it is not legal, it is not illegal. And there are many women whose rights are being violated in these courts. The solution that's been given is that, well, they should go to a British civil court. But because of the pressures and intimidation, they're not going. And so effectively, it is de facto law for a vast majority of minority women in the country. The second point I'd like to make is on the issue you raised on secularism being different in different contexts. And for me, it felt very much like a culturally relativist argument. Well, human rights is different in different contexts. If we agree that laïcité, which is simply the separation of religion from the state, the law, the educational system, if we agree that that is a principle and a precondition for rights and freedoms in all societies, and that it should be seen as a fundamental human right, then I think the argument that it's different in different contexts is not sufficient. It's not acceptable, really. The third thing I'd like to say, as a way of uniting, I think we can use the manifesto that's going to come out of this conference as an organizing tool. We can ask organizations and individuals to pledge to join this call for Likes of the World to Unite. We can then develop campaigning tools and education, because one of the things is, even as we can see here, we don't all necessarily agree on the fundamentals, and that's really important. So getting that right, educating everyone about how important this is for them, and also using it as a way of pushing forward this movement and really mobilizing to unite Likes of the World. I think the main work we have is going to happen after this conference. Non mais juste une information, juste 2 secondes. Martine Serve connaît très bien, elle y assiste régulièrement. Il y a l'Association européenne de la pensée libre, qui est installé à Bruxelles, qui fait un excellent travail de veille. Et je voudrais le signaler, l'association Égale en est très proche, Martine les connaît, et ils ont beaucoup d'informations sur ce qui se passe. Ils ont un site qui donne beaucoup d'informations, AEPL, j'ai dit. Donc, je suis obligée d'arrêter là.
Et je pense que vous discuterez tout à l'heure B2B, comme on dit, ou pas, et vous partirez frustrés, j'en suis désolée. Merci infiniment à Françoise et à tous ces panélistes.